Le système solaire est fondamentalement hostile. La Terre est bombardée en permanence par un rayonnement cosmique mortel. La vie n'y est possible que grâce à la magnétosphère, une force invisible qui entoure notre planète comme un cocon. Or, des observations récentes montrent que cette cuirasse s'amenuise. Dans une vaste zone située au-dessus de l'Atlantique Sud, on enregistre des niveaux de radiation dangereux. Le bouclier magnétique de la Terre est-il en train de disparaître? La question n'est pas de savoir si il disparaîtra, mais quand. Que se passera-t-il ce jour-là? Comme un gigantesque parapluie, la magnétosphère terrestre nous protège du flux constant de radiation cosmique qui balaie le système solaire. Ces particules sont mortelles. Le champ géomagnétique forme une énorme bulle autour de la planète, la magnétosphère, qui nous protège des actions les plus violentes du Soleil. Les particules ionisées apportées par les vents solaires contiennent beaucoup d'énergie et elles seraient dangereuses pour l'homme si elles entraient en contact direct avec la surface de la Terre. Si on se trouve sur le passage de ces particules qui jaillissent du Soleil et que l'on n'a aucune protection, on est mort. Sans la magnétosphère, toute forme de vie serait gravement menacée par ces particules qui pénètrent dans les tissus vivants et endommagent les cellules. Si le champ magnétique s'affaiblit, les effets des radiations se feront sentir à une altitude toujours plus basse. Une conséquence possible d'une plus forte exposition aux radiations pourrait être une augmentation des cas de cancer. Les radiations s'attaquent directement au matériel génétique de toute cellule vivante, l'ADN. Notre magnétosphère est une barrière défensive essentielle. Elle est déterminante pour notre existence et notre avenir. C'est pourquoi nous devons absolument comprendre pourquoi elle se modifie. Aujourd'hui, les scientifiques observent le ciel à des millions de kilomètres de la Terre. Mais ils sont toujours incapables de voir le champ géomagnétique. La démonstration de l'astrophysicien Mario Acuna permet de se faire une idée de sa structure. Je vais me servir d'une barre aimantée pour montrer à quoi ressemble le champ magnétique terrestre. Je la place sous une feuille de carton que je saupoudre de limaille de fer. C'est une expérience que les gamins à l'école adorent. Quand on verse cette limaille sur l'aimant, on voit que des lignes se forment selon l'axe nord-sud. Ça décrit en gros la géométrie du champ géomagnétique. De la même façon que la limaille de fer se répartit autour des pôles nord et sud d'un aimant, le champ géomagnétique jaillit comme une fontaine du pôle magnétique sud, encercle toute la planète, puis plonge de nouveau sous terre au niveau du pôle magnétique nord. D'après les estimations, ce champ est généré à plus de 3000 km sous nos pieds, dans les entrailles de la Terre. De là, il projette un immense cocon magnétique qui enveloppe toute la planète. Ce cocon dévie les vents solaires. Un flux constant de particules ionisées émis par le Soleil qui arrive sur la Terre à la vitesse d'1 600 000 km/h. Le professeur Dan Lesrop connaît bien la force de ce vent. Lorsqu'il arrive sur nous, le vent solaire provoque une onde de choc en forme d'arc sur la magnétosphère.
qui le fait dévier de chaque côté, ce qui lui donne la forme d'une espèce de gros tétard. Le plus gros des radiations s'écoule loin de la Terre, mais une petite partie s'infiltre au niveau des pôles. Dans ces régions où le champ géomagnétique est le plus faible, le ciel est illuminé par des aurores polaires. L'apparition de ces lueurs colorées se produit quand les particules solaires entrent en collision avec les gaz neutres de l'atmosphère. Plus le vent solaire est fort, plus les aurores sont spectaculaires. Malgré sa beauté, ce phénomène illustre la bataille féroce qui oppose notre magnétosphère au flux de radiation solaire mortelle. Sans le champ géomagnétique, la planète serait directement touchée par les radiations sur toute sa surface. Or, les scientifiques ont découvert une chose inquiétante. Il existe un endroit où la planète est déjà directement touchée. Au large des côtes brésiliennes, ils ont détecté une zone où le champ géomagnétique diminue rapidement d'intensité. Baptisée l'anomalie de l'Atlantique Sud, ou SAA, elle couvre près de 7 800 000 km² et ne cesse de s'étendre. Chaque jour, le rayonnement cosmique se rapproche de la surface de la Terre. L'origine de cette anomalie nous échappe encore, mais ses conséquences pourraient s'avérer dramatiques. À la NASA, des chercheurs étudient ces répercussions sur notre technologie. À cause des particules énergiques qu'on trouve dans l'anomalie de l'Atlantique Sud et aussi de nouvelles particules apportées par les vents solaires, on a constaté d'innombrables pannes dans les satellites de communication. Lorsqu'ils survolent l'anomalie, les satellites risquent d'être endommagés de façon irrémédiable. Par mesure de précaution, certains instruments de Hubble sont ainsi momentanément éteints quand le télescope entre dans cette zone. Du fait de l'affaiblissement du champ géomagnétique au-dessus de l'Atlantique Sud, les radiations descendent de plus en plus bas et menacent bien plus que nos outils technologiques. Le professeur Peter Olson pense notamment que les passagers des avions courent un risque très réel. Les gens qui voyagent à bord de longs courriers commerciaux traversent forcément des zones où le champ magnétique est faible. Et à l'altitude où volent ces avions, ils sont exposés à une quantité plus forte de radiation. Ce flux de particules est également susceptible de perturber les communications radio, mettant en danger les passagers et l'équipage. D'après les scientifiques, la SAA serait le signe d'une diminution de l'intensité du champ magnétique tout autour de la planète. Une géophysicienne a trouvé la confirmation de cette tendance grâce à une source plutôt inattendue. Mimi Hill cherche les secrets du passé géomagnétique dans les poteries anciennes. Ces objets nous renseignent sur nos ancêtres, mais aussi sur l'évolution de notre magnétosphère au cours de milliers d'années. Je m'intéresse aux poteries antiques parce qu'elles ont enregistré la situation du champ géomagnétique à l'époque où elles ont été cuites. L'argile contient d'infimes particules d'un oxyde naturel de fer magnétique, la magnétite. En temps normal, leur orientation est aléatoire. Mais quand l'argile est cuite à haute température, elle se déplace. Elles s'alignent sur le champ géomagnétique. Et quand l'argile refroidit, leur position se fixe. Quand la poterie durcit, le minerai est magnétisé de nouveau par le champ terrestre, dont la puissance est alors figée à jamais dans l'argile. Je vais prélever un échantillon d'une poterie ancienne et le placer dans un four qui va mesurer l'intensité de l'archéomagnétisme. Mimi Hill mesure la magnétite contenue dans l'objet. Ce chiffre lui permet de calculer la force exacte du champ géomagnétique à l'époque où la poterie a été fabriquée. Oui, on va démarrer le processus. Ensuite, elle compare le résultat avec ceux obtenus sur des poteries plus récentes. Elle peut ainsi évaluer la diminution du champ au cours des 4 derniers siècles.
Par exemple, celui-ci est daté entre 1640 et 1670. Et on a pu établir qu'à cette époque, le champ géomagnétique était 10% plus fort. Ces études prouvent que l'intensité de notre bouclier faiblit à une vitesse inquiétante. D'après le professeur Jeremy Bloxham, il pourrait disparaître 10 fois plus vite que prévu. S'il suffisait de tourner un bouton pour éteindre le champ géomagnétique, sa disparition complète prendrait 15 000 ans. Mais si on se fonde sur la vitesse de diminution réelle constatée au cours des 150 dernières années, il disparaîtrait en 1500 ans. Évaluer les conséquences pour notre planète de l'accélération de cette diminution est devenu une priorité absolue. Que se passera-t-il si le champ géomagnétique cesse de fonctionner? La réponse se trouve sur une autre planète du système solaire. Mise à feu symétrique des 6 moteurs. En 1996, la NASA lance la sonde Mars Global Surveyor. Sa mission, découvrir les secrets de la planète rouge. Étape 1 franchie. De toutes les planètes du système solaire, Mars est celle qui ressemble le plus à la Terre. Toutes deux sont composées des mêmes minéraux. Elles possèdent une croûte dure, un noyau dense et une atmosphère relativement proche sur le plan chimique. Les scientifiques sont convaincus qu'il y a eu de l'eau à la surface de Mars il y a des milliards d'années. Mais aujourd'hui, la planète est un désert glacé. Pourquoi ? Mars Global Surveyor a collecté de nombreuses données que le professeur Ben Weiss a analysées pour tenter de reconstituer le passé martien. Contrairement à la Terre, Mars ne possède pas de champ magnétique global. Mais dans la région des plateaux de son hémisphère sud, il existe à de nombreux endroits des champs magnétiques aussi forts que celui de la Terre. Par contre, ils sont très emmêlés. Ils pointent dans toutes les directions et pas spécialement le nord. La sonde a découvert que certaines zones de l'écorce de Mars sont fortement magnétisées. L'écorce martienne possède un magnétisme puissant, ce qui signifie qu'il y a forcément eu autrefois un champ magnétique sur Mars. C'est la seule façon d'expliquer la présence de ces roches magnétisées. Dans ce cas, comment expliquer la disparition de son bouclier ? Et quelles ont été les répercussions pour la planète? Pour le savoir, les scientifiques avaient besoin d'analyser la roche martienne. Mars Global Surveyor n'a pas rapporté d'échantillons, mais Ben Weiss a pu se procurer des météorites martiennes. Ces roches martiennes sont tombées sur Terre de manière naturelle. Ce sont des météorites éjectées de Mars après une collision avec un astéroïde ou une comète. Ça, c'est la valise d'isolation magnétique dans laquelle la NASA nous envoie les échantillons. Voyons voir. Génial. Ben Weiss emporte le fragment de météorite dans une chambre spéciale, isolée, puis le place dans un interféromètre qui capte le champ magnétique. Comme le champ magnétique de la roche est extrêmement faible, on est donc obligé de le mesurer dans un champ magnétique très faible, lui aussi. Cet appareil ultrasensible mesure la force exacte du magnétisme d'une roche. L'analyse de différents échantillons permet aux chercheurs de dresser une carte du champ magnétique de Mars au tout début de sa formation. Une de ces roches est vieille de 4,5 milliards d'années. Et l'étude de son intensité magnétique fossile a montré qu'autrefois, le champ de Mars avait sensiblement la même puissance que celui de la Terre actuellement. Les travaux de Ben Weiss ont révélé qu'au cours des 50 premiers millions d'années, Mars possédait un champ magnétique puissant. La diversité des champs magnétiques relevés sur les différents échantillons est étonnante.
Sur celui-ci, qui date de 4,5 milliards d'années, on constate d'infimes anomalies magnétiques isolées, entrecoupées de roches non magnétisées. Si on ignore ce qui a provoqué la disparition du champ magnétique martien, les conséquences sur cette planète sont en revanche bien connues. En perdant son champ magnétique, Mars a perdu toute protection contre les vents solaires et le rayonnement cosmique, ce qui a eu des répercussions sur l'évolution de son atmosphère. La magnétosphère n'a pas pu empêcher le vent solaire de disperser son atmosphère fragile. Les océans se sont vaporisés et les températures ont grimpé en flèche, anéantissant toute forme de vie primitive. L'effondrement de son bouclier a eu des retombées catastrophiques. Mars est devenue la planète rouge que nous connaissons aujourd'hui. Si le champ géomagnétique continue de disparaître, la Terre connaîtra-t-elle le même sort? Répondre à cette question sous-entend de résoudre d'abord un autre mystère. Qu'est-ce qui explique que la Terre et Mars aient évolué différemment et que la Terre ait encore un champ magnétique? Pour l'instant, le problème est surtout de comprendre d'où vient l'énergie qui alimente le champ géomagnétique. Pour cela, il faudrait explorer les entrailles de notre planète. C'est là que les choses se compliquent. Pour tout dire, on ne sait pas grand-chose de ce qui se passe à 3200 km sous nos pieds, parce qu'il est impossible d'y envoyer une sonde. Les scientifiques sont donc contraints d'étudier la structure de notre planète en analysant un des phénomènes naturels les plus puissants qui soient. Les tremblements de terre. Les sismologues attendent qu'un séisme se produise, disons au Japon, puis grâce à une batterie de capteurs installés de l'autre côté de la Terre, ils analysent les ondes sonores qui la traversent. Ainsi, ils parviennent à dresser une carte de l'intérieur de la Terre. Les chercheurs mesurent les ondes sismiques causées par les séismes. Ces ondes ne se propagent pas à travers la Terre de façon rectiligne. Elles changent de direction et aussi de vitesse au gré des couches minérales qu'elles traversent. Leur étude nous a appris que la Terre est constituée de couches distinctes, comme un oignon. La première, l'écorce ou la croûte, est faite de roches solides et ne mesure que quelques kilomètres d'épaisseur. La seconde, le manteau, est constitué de roches denses et semi-liquides. 2900 km sous la surface se trouve le noyau externe liquide, un océan de fer et de nickel en fusion. Il entoure le noyau interne, une boule de fer de la taille de la Lune et aussi chaude que la surface du Soleil. Les spécialistes pensent que c'est ce noyau interne qui génère le champ géomagnétique. Mais comment? Souvent, on est déconcerté par l'idée d'un gros noyau de fer solide. On s'imagine que c'est une sorte de barreau magnétique permanent qui fabrique notre champ magnétique. Le problème, c'est qu'il fait très chaud à l'intérieur de la Terre. Et quand la température est trop élevée, les aimants cessent de fonctionner. Au-delà de 650 degrés, les aimants permanents se démagnétisent. Le champ géomagnétique est donc forcément généré par un autre mécanisme. Mais lequel? Pour le savoir, Dan Lesrop a conçu une expérience ambitieuse. À l'Université du Maryland, son équipe a construit une maquette de 3 mètres du noyau terrestre. On cherche à comprendre pourquoi certaines planètes possèdent un champ magnétique et d'autres non. Grâce à différentes expériences, on espère découvrir le mécanisme qui fait que ça marche dans un cas et pas dans un autre. Pourquoi une planète s'anime sur le plan magnétique alors que d'autres meurent? À l'intérieur de cette sphère se trouve une boule de fer qui baigne dans 13 tonnes de métal en fusion. Au lieu de fer et de nickel en fusion, Dan Lesrop a utilisé du sodium liquide, un élément qui offre l'avantage d'avoir un point de fusion moins élevé. La couche extérieure
qui tourne sur elle-même, contient du sodium liquide à la place du fer. Des moteurs séparés font tourner les noyaux externes et internes pour recréer l'effet de la rotation de la Terre. Le noyau externe tourne à 4 tours secondes, tandis que le noyau interne va tourner à 15 tours secondes. Allez, c'est parti. Si elle est concluante, cette expérience nous aidera à mieux comprendre ce qui génère le champ géomagnétique. Pas mal. 26 tonnes de métal solide et liquide qui tournent avec un bruit pareil. Je ne me doutais pas que ça donnerait ça. C'est impressionnant. Quand la sphère atteint la vitesse maximum, il se produit un phénomène extraordinaire. D'immenses lignes de force d'un arc magnétique jaillissent du noyau avant d'y plonger de nouveau. Même si on ne peut pas voir les lignes du champ magnétique générées par cette expérience, on peut les mesurer grâce à une batterie de capteurs et les visualiser en train de jaillir, de tourner sur elles-mêmes. C'est fantastique. Les interactions entre les noyaux internes et externes créent une dynamo géante. C'est elle qui génère un champ géomagnétique puissant, stable et autonome. Voilà la modélisation du champ magnétique. En rouge, les lignes qui jaillissent de la sphère, en bleu, celles qui y retournent. Je n'imaginais pas ça comme ça. L'expérience de Dan Lesrop confirme que le champ géomagnétique est produit par une dynamo au cœur de la planète. Les mouvements du métal liquide dans le noyau externe sont le moteur de ce mécanisme. Peter Olson a conçu une autre expérience pour illustrer le processus. Là, j'ai posé une cuve remplie d'eau sur une plaque tournante, ce qui donne à l'eau du mouvement. Ensuite, je vais verser de la teinture. On va observer ce que ça donne, en espérant que ça nous apprenne ce qui se passe dans le noyau terrestre. Les courants internes solides de la Terre chauffent le noyau externe liquide, créant des courants de fer en fusion qui montent et descendent lentement, comme les bulles de cire d'une lampe à lave. Sous l'effet de la rotation de la Terre, ces courants tournent sur eux-mêmes, tout comme la teinture dans la cuve. On sait que le noyau terrestre est agité de tourbillons qui génèrent des courants électriques à l'intérieur du métal en fusion. Ces courants engendrent à leur tour un champ magnétique qui jaillit à la surface et s'étend dans l'espace. C'est lui que nous pouvons mesurer à la surface de la Terre. Le bon fonctionnement de cette géodynamo dépend des courants de métal en fusion à l'intérieur du noyau terrestre. Or, le noyau de Mars est froid. Cela expliquerait-il la disparition de son bouclier magnétique? Mars est presque 2 fois plus petite que la Terre. Elle s'est donc refroidie plus vite. Sans cette chaleur vitale, la dynamo s'est arrêtée, signant l'arrêt de mort de la planète rouge. Est-ce que ça risque de se produire ici? Oui, le noyau terrestre se refroidit. La Terre va-t-elle connaître le même sort que Mars? Le processus de refroidissement va continuer et le noyau interne solide va grossir de plus en plus. Peut-être que la Terre finira par se solidifier complètement, mais il est possible qu'avant ça, le champ géomagnétique s'arrête de fonctionner. L'anomalie de l'Atlantique Sud est-elle un signe avant-coureur du refroidissement de notre noyau? Dan Lesrop ne le pense pas. Pour la plupart des gens, le champ magnétique est orienté nord-sud. L'aiguille de la boussole indique le nord. Mais si on regarde bien les cartes, on s'aperçoit que le nord magnétique et le nord géographique ne correspondent pas. En réalité, le nord magnétique se trouve au Canada. Le nord magnétique n'est pas fixe.
Quand les explorateurs le cherchent, ils ne le trouvent pas toujours au même endroit. Larry Newitt travaille au Bureau de recherche géologique et minière du Canada. Il suit le déplacement du pôle Nord magnétique à travers les étendues glacées de l'archipel arctique canadien. Pour déterminer sa localisation, on ne peut pas s'appuyer sur un seul relevé. J'essaye donc d'en faire le plus possible dans la zone autour de sa position estimée. Une fois que c'est fait, je calcule la position exacte par triangulation. 2,09, 30,5. Cette vadrouille du pôle est symptomatique des fluctuations de la géodynamo. Au cours des dernières décennies, les scientifiques ont remarqué qu'il se déplaçait plus vite. Au siècle dernier, il se déplaçait d'environ 10 km par an. Mais depuis 1970, ça s'est accéléré et aujourd'hui, il bouge d'une quarantaine de kilomètres chaque année. Dans 50 ans, il sera peut-être en Sibérie. Cette accélération est-elle liée à la baisse d'intensité du champ géomagnétique? C'est la question que se pose Jeremy Bloxham. Il a repris les relevés des navigateurs d'autrefois pour établir un graphique des déplacements du pôle magnétique depuis 300 ans. L'importance du champ magnétique pour la navigation était telle que les marins sur les vaisseaux commerciaux et les explorateurs du XVIIe et du XVIIIe siècle le mesuraient de façon régulière et très précise. Le chercheur a rentré ces données historiques dans un modèle informatique afin de dresser un tableau du passé géomagnétique. Cette animation retrace l'évolution du champ depuis un peu plus de 300 ans, depuis 1690. Les zones en rouge et en orange montrent la force du champ magnétique qui jaillit du noyau. Et celle en bleu, la force du champ quand il rentre dans le noyau. Au cours des 150 dernières années, les chercheurs ont constaté que le champ géomagnétique avait perdu 10% de sa puissance et faiblissait 10 fois plus vite que si la géodynamo s'était arrêtée brutalement. Mais d'autres zones du champ se comportent différemment. Si on regarde ce qui s'est passé au XXe siècle, on voit l'émergence de cette tache bleue, juste en dessous de l'Afrique du Sud. Ensuite, elle dérive vers l'ouest et fusionne avec cette autre tache, formant une vaste région dans la zone de transition manteau-noyau où le champ part dans la direction opposée à celle qu'il devrait suivre. La modélisation de Jeremy Bloxham montre qu'au niveau de l'anomalie de l'Atlantique Sud, le champ magnétique n'est pas seulement plus faible qu'ailleurs. Il s'est inversé. Il y a une zone du noyau sous l'Atlantique Sud où le champ n'est pas orienté comme il devrait. Il s'est inversé et le phénomène se propage. Dans cette zone d'inversion, le rayonnement cosmique, au lieu d'être dévié loin de la Terre, parvient à traverser la magnétosphère. La SAA couvre une grande partie de l'Amérique du Sud. Pour l'instant, les radiations n'atteignent que la haute atmosphère, et seuls les vaisseaux spatiaux et les satellites sont touchés. Mais si l'anomalie continue de s'étendre au rythme actuel, elles finiront par nous atteindre. Il est clair qu'il se trame quelque chose sous l'Atlantique Sud. Ce n'est que le début. Si la situation s'aggrave, le bouclier qui nous protège des radiations solaires diminuera. Et le Soleil deviendra bientôt notre pire ennemi. Si notre magnétosphère disparaît, les radiations solaires détruiront peu à peu l'atmosphère de notre planète, rendant par là même toute vie impossible. L'enjeu est de taille. Et pour préparer l'avenir, nous devons nous tourner vers le passé. Mise à feu, moins 15 secondes. Guidage interne, 12, 11, 10, 9. Mise à feu. 20 juillet 1969. Pour la première fois, un homme marche sur la Lune. C'est l'un des plus grands exploits de l'humanité.
Eagle, c'est posé. Durant le voyage de retour, Neil Armstrong et Buzz Aldrin aperçoivent des éclairs lumineux à l'intérieur de la capsule d'Apollo 11. Bizarrement, ils les voient même les yeux fermés. Le signal est interrompu. Apollo 11 passe derrière la Lune. Une fois sur Terre, les astronautes rapportent l'incident. Les chercheurs de la NASA sont perplexes. 6 ans plus tard, ils émettent l'hypothèse suivante. Ces éclairs ont été provoqués par des rayons cosmiques de haute énergie qui ont pénétré dans la capsule et dans les yeux des astronautes. Ce sont des protons et des électrons, des particules chargées d'une énergie considérable échappées de l'atmosphère solaire. Si un astronaute se trouvait hors de la magnétosphère au moment d'une grosse tempête solaire, il serait bombardé par une énorme quantité de radiation. Les conséquences pour sa santé seraient terribles. Ces particules se retrouvent prises au piège dans une région de la magnétosphère qu'on appelle les ceintures de Van Allen et qui constituent un danger réel pour les astronautes. Astronome à la NASA, Sten Odenwald étudie leurs effets. Ce sont des sortes de bouteilles magnétiques dans lesquelles les particules sont enfermées et rebondissent entre les pôles magnétiques nord et sud. C'est un environnement extrêmement dangereux. Si un astronaute en sortie extravéhiculaire devait y rester un peu trop longtemps, il recevrait une dose mortelle de radiation. Apollo 11, contact visuel avec Airbus. 39 astronautes au moins ont souffert d'une sorte de cataracte, 4 ou 5 ans après avoir été exposés à ces radiations. Il ne fait aucun doute que l'affaiblissement du champ géomagnétique mettrait toute l'espèce humaine en danger. Le professeur Gary Glatzmeyer cherche à savoir si cet affaiblissement va se poursuivre de façon significative. Pour cela, il a créé un modèle informatique du champ géomagnétique. On ne peut pas reproduire exactement ce qui s'est passé autrefois, ni même ce qui se passe aujourd'hui. Par contre, on a essayé de simuler quelque chose de similaire. Gary Glatzmeyer laisse tourner son modèle en permanence. Chaque année de temps réel représente 100 000 ans de temps simulé. Il a ainsi pu observer l'évolution du champ magnétique au fil des millénaires. Au bout de 36 000 ans simulés, il a constaté quelque chose d'inhabituel. Je m'étais absenté 15 jours et quand j'ai regardé les résultats à mon retour, j'ai eu la surprise de voir que le champ s'était inversé. Son expérience démontre que les pôles magnétiques nord et sud peuvent s'inverser. Là, c'est la surface de la Terre modélisée. Et ici, celle du noyau modélisé. Le champ est orienté vers l'intérieur ici et vers l'extérieur là. Et il est beaucoup plus complexe en haut du noyau. Et là, l'inversion se produit. Le champ est orienté vers l'extérieur ici et vers l'intérieur là. L'animation montre que les pôles magnétiques changent spontanément de place à la suite de phénomènes complexes dans le noyau. On a l'habitude de croire que l'aiguille de la boussole indique le pôle nord et qu'on peut donc s'en servir pour naviguer. Mais il y a eu des périodes dans le passé où cette aiguille aurait pointé dans la direction opposée. D'après le modèle de Glatzmeyer, le champ géomagnétique a faibli d'intensité juste après et juste avant ces inversions. Cela explique-t-il qu'il soit particulièrement faible sous l'Atlantique Sud? Allons-nous connaître une nouvelle inversion? On n'a jamais vécu une inversion et on ignore ce qui se passera. Mais on peut le deviner. Elle provoquera certainement la contraction de la bulle protectrice de la magnétosphère vers la surface de la Terre. Si la SAA est le signe annonciateur d'une inversion du champ magnétique, notre planète sera exposée à une quantité croissante de radiation cosmique pendant au moins 1000 ans. Jusqu'à présent, seul le modèle informatique a montré une inversion aléatoire du champ géomagnétique. Mais un autre chercheur en a trouvé des preuves plus concrètes sur l'île volcanique d'Hawaï.
Les coulées de lave refroidie constituent de véritables archives du champ géomagnétique. Emilio Herrero Bervera les étudie depuis longtemps. On vient ici entre autres parce qu'on cherche des coulées de lave relativement minces. Ici, on voit bien les limites des différentes coulées. En voilà une autre et une autre. Elles s'étalent d'une manière fantastique. Il doit y en avoir 300 ou 400. Sur ces îles volcaniques, les coulées de lave se sont accumulées depuis des millions d'années. Quand elles atteignent l'océan, elles se refroidissent très vite et créent des instantanés du champ géomagnétique. En analysant différents échantillons, Emilio Herrero Bervera a pu dresser un tableau de l'évolution de ce champ depuis bien avant l'apparition de l'homme sur Terre. Ce sont des enregistrements fossiles du champ géomagnétique sur des milliers d'années. Exactement ce dont nous avons besoin pour comprendre la façon dont il fonctionne. Les strates inférieures correspondent aux périodes les plus anciennes. Le chercheur commence par prélever une carotte de lave. Cet échantillon va lui permettre de mettre en évidence une éventuelle inversion de polarisation du champ. On va vérifier l'orientation de la carotte avec une boussole magnétique. Le chercheur note soigneusement l'origine de l'échantillon. Ensuite, on mesure son magnétisme. Dans son laboratoire, il analyse la carotte avec un magnétomètre. Comme l'argile des poteries, la lave contient des particules de magnétite. En se refroidissant, elles réagissent comme de minuscules aiguilles de boussole et s'alignent sur le champ géomagnétique, enregistrant sa force et son orientation. Dans ce fragment, elles sont alignées sur le nord magnétique actuel. Cet échantillon date de 700 000 ans, quand le champ avait une polarité normale. Dans d'autres échantillons, les spécialistes se sont aperçus que les particules pointaient vers le sud. Elles se sont figées à une époque où la polarité du champ magnétique était inversée par rapport à aujourd'hui. L'inversion a été enregistrée dans les coulées de lave. J'ai pu relever une succession de points qui correspondent au passage du champ géomagnétique d'une polarité à l'autre. En analysant des centaines d'échantillons de lave, les géophysiciens ont découvert qu'il s'était inversé plus de 18 000 fois au cours des 20 derniers millions d'années. Chaque fois, ces inversions étaient précédées et suivies d'une longue période où le champ s'était considérablement affaibli. Pendant ce processus, l'intensité du champ magnétique baisse de façon significative. C'est arrivé d'innombrables fois au cours de l'histoire de la Terre, tous les 100 ou 200 000 ans. Des années de recherche ont montré que la dernière avait eu lieu il y a 780 000 ans. On comprend pourquoi la possibilité d'une inversion magnétique intéresse tant les chercheurs. La dernière s'est produite il y a plus de 750 000 ans et la suivante est très en retard. La question n'est pas de savoir s'il y en aura une autre, mais quand. De nombreux scientifiques pensent que la SAA marque le début d'une nouvelle inversion. L'affaiblissement du champ géomagnétique va donc s'accélérer, avec des conséquences catastrophiques pour la vie sur Terre. On sait que ces radiations s'attaquent à l'ADN, l'ARN et à la structure des cellules.
Il risque d'y avoir une augmentation des cas de cancer. Les inversions du champ magnétique sur Terre sont plutôt rares et irrégulières si on compare avec ce qui se passe sur notre étoile la plus proche. Tous les 11 ans, l'orientation du champ magnétique solaire s'inverse. Il oscille régulièrement, alors que sur Terre, il y a de longues périodes pendant lesquelles le champ géomagnétique reste plus ou moins constant avant de s'inverser brusquement. Bien que le champ magnétique solaire ne soit pas généré de la même façon que sur Terre, les scientifiques l'ont tout de même analysé de près. Ce sont deux dynamos très différentes, qui fonctionnent selon les mêmes lois physiques dans des environnements assez dissemblables. En les étudiant et en les comparant, on en apprend plus sur les deux mécanismes. Durant son cycle magnétique, le Soleil connaît des hauts et des bas. Tous les 11 ans, il entre dans un pic maximal d'activité, le maximum solaire. Au moment du pic de ce cycle, les tempêtes solaires sont nombreuses. Actuellement, le Soleil fait une petite sieste. Mais dans quelques années, on aura un nouveau maximum et il y aura de grosses perturbations. Ce maximum est prévu pour 2012. Ensuite, pendant 3 ans, l'énergie magnétique accumulée se traduira par une augmentation des taches solaires, des éruptions et des vents d'une violence cyclonique. À chaque maximum solaire, des satellites sont détruits. Le dernier maximum a créé une gigantesque panne de courant dans le réseau électrique en Amérique du Nord. Ce ne sont pas des petits phénomènes sans importance. Le champ géomagnétique continue de faiblir. Bientôt, le bombardement intense de particules solaires pourrait faire des dégâts bien plus graves qu'une panne d'électricité. Cette inversion magnétique imminente aura des répercussions terribles pour nos sociétés et menacera également la survie de nombreuses espèces. Richard Holland a découvert que les chauves-souris s'orientaient non seulement grâce à leur sonar, mais aussi grâce au champ géomagnétique. Il s'est demandé dans quelle mesure leur sens de l'orientation serait déréglé par une inversion des pôles. On attrape des chauves-souris dans cette grange du laboratoire de recherche de l'université de Princeton et on les expose à une manipulation du champ géomagnétique où on perturbe leurs cellules sensorielles qui détectent ce champ. Le biologiste place chaque chauve-souris à l'intérieur de cette bobine pendant quelques instants. Et voilà. L'appareil émet une brève impulsion magnétique indolore qui brouille sa boussole interne. Et voilà, c'était l'impulsion. Normalement, la polarité de la magnétite dans ces cellules est inversée. Maintenant, on va la relâcher et voir de quel côté elle part. On les emmène à une trentaine de kilomètres au nord, on les lâche et on suit leur déplacement quand elles essaient de rentrer. Elle est partie. Le chercheur veut vérifier si l'impulsion magnétique a déréglé le sens de l'orientation de l'animal. Une chauve-souris, normalement, met à peu près 1 heure pour retourner à la grange. Comment va se débrouiller celle-ci? Ça y est, elle est partie. Elle file vers le nord. Comme on a déréglé sa boussole magnétique, elle est partie dans la mauvaise direction. Mais elle finira par corriger son parcours et rentrer à la grange. L'animal met plusieurs heures pour arriver à bon port. Richard Holland est convaincu que les chauves-souris sentent les lignes de force du champ géomagnétique. Quand ce champ est inversé, la chauve-souris se retrouve dans la position de quelqu'un qui tiendrait une carte routière à l'envers. Inévitablement, elle part dans la mauvaise direction. Le comportement de ces animaux prouve clairement qu'ils se servent du champ magnétique comme d'une boussole, voire d'une carte.
Les inversions de la polarité magnétique ne perturbent pas uniquement les chauves-souris. Depuis quelques dizaines d'années, des baleines viennent régulièrement s'échouer sur des plages. Or, dans les années 1980, des biologistes ont noté que sur les lieux où le phénomène se produisait, on enregistrait dans les fonds marins des anomalies magnétiques soudaines. Les baleines se déplaçant en groupe, il se pourrait qu'un affaiblissement du champ magnétique empêche l'adulte dominant de lire correctement son GPS interne et qu'il entraîne ses congénères vers des hauts fonds. Il est possible que ça affecte la capacité des animaux à localiser leur position. Pour eux, le champ géomagnétique est un outil de localisation essentiel depuis la... Répondre à cette question sous-entend de résoudre d'abord un autre mystère. Qu'est-ce qui explique que la Terre et Mars aient évolué différemment et que la Terre ait encore un champ magnétique? Pour l'instant, le problème est surtout de comprendre d'où vient l'énergie qui alimente le champ géomagnétique. Pour cela, il faudrait explorer les entrailles de notre planète. C'est là que les choses se compliquent. Pour tout dire, on ne sait pas grand-chose de ce qui se passe à 3200 km sous nos pieds, parce qu'il est impossible d'y envoyer une sonde. Les scientifiques sont donc contraints d'étudier la structure de notre planète en analysant un des phénomènes naturels les plus puissants qui soient. Les tremblements de terre. Les sismologues attendent qu'un séisme se produise, disons au Japon, puis grâce à une batterie de capteurs installés de l'autre côté de la Terre, ils analysent les ondes sonores qui la traversent. Ainsi, ils parviennent à dresser une carte de l'intérieur de la Terre. Les chercheurs mesurent les ondes sismiques causées par les séismes. Ces ondes ne se propagent pas à travers la Terre de façon rectiligne. Elles changent de direction et aussi de vitesse au gré des couches minérales qu'elles traversent. Leur étude nous a appris que la Terre est constituée de couches distinctes, comme un oignon. La première, l'écorce ou la croûte, est faite de roches solides et ne mesure que quelques kilomètres d'épaisseur. La seconde, le manteau, est constitué de roches denses et semi-liquides. 2900 km sous la surface se trouve le noyau externe liquide, un océan de fer et de nickel en fusion. Il entoure le noyau interne, une boule de fer de la taille de la Lune et aussi chaude que la surface du Soleil. Les spécialistes pensent que c'est ce noyau interne qui génère le champ géomagnétique. Mais comment? Souvent, on est déconcerté par l'idée d'un gros noyau de fer solide. On s'imagine que c'est une sorte de barreau magnétique permanent qui fabrique notre champ magnétique. Le problème, c'est qu'il fait très chaud à l'intérieur de la Terre. Et quand la température est trop élevée, les aimants cessent de fonctionner. Au-delà de 650 degrés, les aimants permanents se démagnétisent. Le champ géomagnétique est donc forcément généré par un autre mécanisme. Mais lequel? Ce cocon dévie les vents solaires. Un flux constant de particules ionisées émis par le Soleil qui arrive sur la Terre à la vitesse d'1 600 000 km/h. Le professeur Dan Lesrop connaît bien la force de ce vent. Lorsqu'il arrive sur nous, le vent solaire provoque une onde de choc en forme d'arc sur la magnétosphère, qui le fait dévier de chaque côté, ce qui lui donne la forme d'une espèce de gros tétard. Le plus gros des radiations s'écoule loin de la Terre, mais une petite partie s'infiltre au niveau des pôles. Dans ces régions où le champ géomagnétique est le plus faible, le ciel est illuminé par des aurores polaires. L'apparition de ces lueurs colorées se produit quand les particules solaires entrent en collision avec les gaz neutres de l'atmosphère. Plus le vent solaire est fort, plus les aurores sont spectaculaires.
Malgré sa beauté, ce phénomène illustre la bataille féroce qui oppose notre magnétosphère au flux de radiation solaire mortelle. Sans le champ géomagnétique, la planète serait directement touchée par les radiations sur toute sa surface. Or, les scientifiques ont découvert une chose inquiétante. Il existe un endroit où la planète est déjà directement touchée. Au large des côtes brésiliennes, ils ont détecté une zone où le champ géomagnétique diminue rapidement d'intensité. Baptisée l'anomalie de l'Atlantique Sud, ou SAA, elle couvre près de 7 800 000 km² et ne cesse de s'étendre. Chaque jour, le rayonnement cosmique se rapproche de la surface de la Terre. L'origine de cette anomalie nous échappe encore, mais ses conséquences pourraient s'avérer dramatiques. À la NASA, des chercheurs étudient ces répercussions sur notre technologie. À cause des particules énergiques qu'on trouve dans l'anomalie de l'Atlantique Sud et aussi de nouvelles particules apportées par les vents solaires, on a constaté d'innombrables pannes dans les satellites de communication. Lorsqu'ils survolent l'anomalie, les satellites risquent d'être endommagés de façon irrémédiable. Par mesure de précaution, certains instruments de Hubble sont ainsi momentanément éteints quand le télescope entre dans cette zone. Du fait de l'affaiblissement du champ géomagnétique au-dessus de l'Atlantique Sud, les radiations descendent de plus en plus bas et menacent bien plus que nos outils technologiques. Le professeur Peter Olson, notre magnétosphère est une barrière défensive essentielle. Elle est déterminante pour notre existence et notre avenir. C'est pourquoi nous devons absolument comprendre pourquoi elle se modifie. Aujourd'hui, les scientifiques observent le ciel à des millions de kilomètres de la Terre. Mais ils sont toujours incapables de voir le champ géomagnétique. La démonstration de l'astrophysicien Mario Acuna permet de se faire une idée de sa structure. Je vais me servir d'une barre aimantée pour montrer à quoi ressemble le champ magnétique terrestre. Je la place sous une feuille de carton que je saupoudre de limaille de fer. C'est une expérience que les gamins à l'école adorent. Quand on verse cette limaille sur l'aimant, on voit que des lignes se forment selon l'axe nord-sud. Ça décrit en gros la géométrie du champ géomagnétique. De la même façon que la limaille de fer se répartit autour des pôles nord et sud d'un aimant, le champ géomagnétique jaillit comme une fontaine du pôle magnétique sud, encercle toute la planète, puis plonge de nouveau sous terre au niveau du pôle magnétique nord. D'après les estimations, ce champ est généré à plus de 3000 km sous nos pieds, dans les entrailles de la Terre. De là, il projette un immense cocon magnétique qui enveloppe toute la planète. Ce cocon dévie les vents solaires. Un flux constant de particules ionisées émis par le Soleil qui arrive sur la Terre à la vitesse d'1 600 000 km/h. Le professeur Dan Lesrop connaît bien la force de ce vent. Lorsqu'il arrive sur nous, le vent solaire provoque une onde de choc en forme d'arc sur la magnétosphère, qui le fait dévier de chaque côté, ce qui lui donne la forme d'une espèce de gros tétard. Le plus gros des radiations s'écoule loin de la Terre, mais une petite partie s'infiltre au niveau des pôles. Dans ces régions où le champ géomagnétique est le plus faible, le ciel est illuminé par des aurores polaires. L'apparition de ces lueurs colorées se produit quand les particules solaires entrent en collision avec les gaz neutres de l'atmosphère. Plus le vent solaire est fort, plus les aurores... Comme un gigantesque parapluie, la magnétosphère terrestre nous protège du flux constant de radiation cosmique qui balaie le système solaire.
ces particules sont mortelles. Le champ géomagnétique forme une énorme bulle autour de la planète, la magnétosphère, qui nous protège des actions les plus violentes du Soleil. Les particules ionisées apportées par les vents solaires contiennent beaucoup d'énergie et elles seraient dangereuses pour l'homme si elles entraient en contact direct avec la surface de la Terre. Si on se trouve sur le passage de ces particules qui jaillissent du Soleil et que l'on n'a aucune protection, on est mort. Sans la magnétosphère, toute forme de vie serait gravement menacée par ces particules qui pénètrent dans les tissus vivants et endommagent les cellules. Si le champ magnétique s'affaiblit, les effets des radiations se feront sentir à une altitude toujours plus basse. Une conséquence possible d'une plus forte exposition aux radiations pourrait être une augmentation des cas de cancer. Les radiations s'attaquent directement au matériel génétique de toute cellule vivante, l'ADN. Notre magnétosphère est une barrière défensive essentielle. Elle est déterminante pour notre existence et notre avenir. C'est pourquoi nous devons absolument comprendre pourquoi elle se modifie. Aujourd'hui, les scientifiques observent le ciel à des millions de kilomètres de la Terre. Mais ils sont toujours incapables de voir le champ géomagnétique. La démonstration de l'astrophysicien Mario Acuna permet de se faire une idée de sa structure. Je vais me servir d'une barre aimantée pour montrer à quoi ressemble le champ magnétique terrestre. Je la place sous une feuille de carton que je saupoudre de limaille de fer. C'est une expérience que les gamins à l'école adorent. Quand on verse cette limaille sur l'aimant, on voit que des lignes se forment selon l'axe nord-sud. Ça décrit en gros la géométrie du champ géomagnétique. De la même idée pour tenter de reconstituer le passé martien. Contrairement à la Terre, Mars ne possède pas de champ magnétique global. Mais dans la région des plateaux de son hémisphère sud, il existe à de nombreux endroits des champs magnétiques aussi forts que celui de la Terre. Par contre, ils sont très emmêlés. Ils pointent dans toutes les directions et pas spécialement le nord. La sonde a découvert que certaines zones de l'écorce de Mars sont fortement magnétisées. L'écorce martienne possède un magnétisme puissant, ce qui signifie qu'il y a forcément eu autrefois un champ magnétique sur Mars. C'est la seule façon d'expliquer la présence de ces roches magnétisées. Dans ce cas, comment expliquer la disparition de son bouclier? Et quelles ont été les répercussions pour la planète? Pour le savoir, les scientifiques avaient besoin d'analyser la roche martienne. Mars Global Surveyor n'a pas rapporté d'échantillons, mais Ben Weiss a pu se procurer des météorites martiennes. Ces roches martiennes sont tombées sur Terre de manière naturelle. Ce sont des météorites éjectées de Mars après une collision avec un astéroïde ou une comète. Ça, c'est la valise d'isolation magnétique dans laquelle la NASA nous envoie les échantillons. Voyons voir. Génial. Ben Weiss emporte le fragment de météorite dans une chambre spéciale, isolée, puis le place dans un interféromètre qui capte le champ magnétique. Comme le champ magnétique de la roche est extrêmement faible, on est donc obligé de le mesurer dans un champ magnétique très faible lui aussi. Cet appareil ultrasensible mesure la force exacte du magnétisme d'une roche. L'analyse de différents échantillons permet aux chercheurs de dresser une carte du champ magnétique de Mars au tout début de sa formation. Une de ces roches est vieille de 4,5 milliards d'années.
Et l'étude de son intensité magnétique fossile a montré qu'autrefois, le champ de Mars avait sensiblement la même puissance que celui de la Terre actuellement. Les travaux de Ben Weiss ont révélé qu'au cours des 50 premiers millions d'années, Mars possédait un champ magnétique puissant. La diversité des champs magnétiques relevés sur les différents échantillons est étonnante. Sur celui-ci, qui date de 4,5 milliards d'années, on constate d'infimes anomalies magnétiques isolées, entrecoupées de roches non magnétisées. Si on ignore ce qui a provoqué la disparition du champ magnétique martien, les conséquences sur cette planète sont en revanche bien connues. Et la diminution du champ au cours des 4 derniers siècles. Par exemple, celui-ci est daté entre 1640 et 1670. Et on a pu établir qu'à cette époque, le champ géomagnétique était 10% plus fort. Ces études prouvent que l'intensité de notre bouclier faiblit à une vitesse inquiétante. D'après le professeur Jeremy Bloxham, il pourrait disparaître 10 fois plus vite que prévu. S'il suffisait de tourner un bouton pour éteindre le champ géomagnétique, sa disparition complète prendrait 15 000 ans. Mais si on se fonde sur la vitesse de diminution réelle constatée au cours des 150 dernières années, il disparaîtrait en 1500 ans. Évaluer les conséquences pour notre planète de l'accélération de cette diminution est devenu une priorité absolue. Que se passera-t-il si le champ géomagnétique cesse de fonctionner? La réponse se trouve sur une autre planète du système solaire. Mise à feu symétrique des 6 moteurs. En 1996, la NASA lance la sonde Mars Global Surveyor. Sa mission, découvrir les secrets de la planète rouge. Étape 1 franchie. De toutes les planètes du système solaire, Mars est celle qui ressemble le plus à la Terre. Toutes deux sont composées des mêmes minéraux. Elles possèdent une croûte dure, un noyau dense et une atmosphère relativement proche sur le plan chimique. Les scientifiques sont convaincus qu'il y a eu de l'eau à la surface de Mars il y a des milliards d'années. Mais aujourd'hui, la planète est un désert glacé. Pourquoi ? Mars Global Surveyor a collecté de nombreuses données que le professeur Ben Weiss a analysées pour tenter de reconstituer le passé martien. Contrairement à la Terre, Mars ne possède pas de champ magnétique global. Mais dans la région des plateaux de son hémisphère sud, il existe à de nombreux endroits des champs magnétiques aussi forts que celui de la Terre. Par contre, ils sont très emmêlés. Ils pointent dans toutes les directions et pas spécialement le nord. La sonde a découvert que certaines zones de l'écorce de Mars sont fortement magnétisées. L'écorce martienne possède un magnétisme puissant, ce qui signifie qu'il y a forcément eu autrefois un champ magnétique sur Mars. C'est la seule façon d'expliquer la présence de ces roches magnétisées. Ces objets nous renseignent sur nos ancêtres, mais aussi sur l'évolution de notre magnétosphère au cours de milliers d'années. Je m'intéresse aux poteries antiques parce qu'elles ont enregistré la situation du champ géomagnétique à l'époque où elles ont été cuites. L'argile contient d'infimes particules d'un oxyde naturel de fer magnétique, la magnétite. En temps normal, leur orientation est aléatoire. Mais quand l'argile est cuite à haute température, elle se déplace. Elles s'alignent sur le champ géomagnétique. Et quand l'argile refroidit, leur position se fixe. Quand la poterie durcit, le minerai est magnétisé de nouveau par le champ terrestre, dont la puissance est alors figée à jamais dans l'argile. Je vais prélever un échantillon d'une poterie ancienne et le placer dans un four qui va mesurer l'intensité de l'archéomagnétisme. Mimi Hill mesure la magnétite contenue dans l'objet.
Ce chiffre lui permet de calculer la force exacte du champ géomagnétique à l'époque où la poterie a été fabriquée. Oui, on va démarrer le processus. Ensuite, elle compare le résultat avec ceux obtenus sur des poteries plus récentes. Elle peut ainsi évaluer la diminution du champ au cours des 4 derniers siècles. Par exemple, celui-ci est daté entre 1640 et 1670. Et on a pu établir qu'à cette époque, le champ géomagnétique était 10% plus fort. Ces études prouvent que l'intensité de notre bouclier faiblit à une vitesse inquiétante. D'après le professeur Jeremy Bloxham, il pourrait disparaître 10 fois plus vite que prévu. S'il suffisait de tourner un bouton pour éteindre le champ géomagnétique, sa disparition complète prendrait 15 000 ans. Mais si on se fonde sur la vitesse de diminution réelle constatée au cours des 150 dernières années, il disparaîtrait en 1500 ans. Évaluer les conséquences pour notre planète de l'accélération de cette diminution est devenu une priorité absolue. Que se passera-t-il si le champ géomagnétique cesse de fonctionner? La réponse se trouve sur une autre planète du système solaire. Elle est visualisée en train de jaillir, de tourner sur elle-même. C'est fantastique. Les interactions entre les noyaux internes et externes créent une dynamo géante. C'est elle qui génère un champ géomagnétique puissant, stable et autonome. Voilà la modélisation du champ magnétique. En rouge, les lignes qui jaillissent de la sphère, en bleu, celles qui y retournent. Je n'imaginais pas ça comme ça. L'expérience de Dan Lesrop confirme que le champ géomagnétique est produit par une dynamo au cœur de la planète. Les mouvements du métal liquide dans le noyau externe sont le moteur de ce mécanisme. Peter Olson a conçu une autre expérience pour illustrer le processus. Là, j'ai posé une cuve remplie d'eau sur une plaque tournante, ce qui donne à l'eau du mouvement. Ensuite, je vais verser de la teinture. On va observer ce que ça donne, en espérant que ça nous apprenne ce qui se passe dans le noyau terrestre. Les courants internes solides de la Terre chauffent le noyau externe liquide, créant des courants de fer en fusion qui montent et descendent lentement, comme les bulles de cire d'une lampe à lave. Sous l'effet de la rotation de la Terre, ces courants tournent sur eux-mêmes, tout comme la teinture dans la cuve. On sait que le noyau terrestre est agité de tourbillons qui génèrent des courants électriques à l'intérieur du métal en fusion. Ces courants engendrent à leur tour un champ magnétique qui jaillit à la surface et s'étend dans l'espace. C'est lui que nous pouvons mesurer à la surface de la Terre. Le bon fonctionnement de cette géodynamo dépend des courants de métal en fusion à l'intérieur du noyau terrestre. Or, le noyau de Mars est froid. Cela expliquerait-il la disparition de son bouclier magnétique? Mars est presque 2 fois plus petite que la Terre. Elle s'est donc refroidie plus vite. Sans cette chaleur vitale, la dynamo s'est arrêtée, signant l'arrêt de mort de la planète rouge. Est-ce que ça risque de se produire ici? Oui, le noyau terrestre se refroidit. La Terre va-t-elle connaître le même sort que Mars? Le processus de refroidissement va continuer et le noyau interne solide va grossir de plus en plus. Peut-être que la Terre finira par se solidifier complètement, mais il est possible qui pénètre dans les tissus vivants et endommage les cellules. Si le champ magnétique s'affaiblit, les effets des radiations se feront sentir à une altitude toujours plus basse.
Une conséquence possible d'une plus forte exposition aux radiations pourrait être une augmentation des cas de cancer. Les radiations s'attaquent directement au matériel génétique de toute cellule vivante, l'ADN. Notre magnétosphère est une barrière défensive essentielle. Elle est déterminante pour notre existence et notre avenir. C'est pourquoi nous devons absolument comprendre pourquoi elle se modifie. Aujourd'hui, les scientifiques observent le ciel à des millions de kilomètres de la Terre. Mais ils sont toujours incapables de voir le champ géomagnétique. La démonstration de l'astrophysicien Mario Acuna permet de se faire une idée de sa structure. Je vais me servir d'une barre aimantée pour montrer à quoi ressemble le champ magnétique terrestre. Je la place sous une feuille de carton que je saupoudre de limaille de fer. C'est une expérience que les gamins à l'école adorent. Quand on verse cette limaille sur l'aimant, on voit que des lignes se forment selon l'axe nord-sud. Ça décrit en gros la géométrie du champ géomagnétique. De la même façon que la limaille de fer se répartit autour des pôles nord et sud d'un aimant, le champ géomagnétique jaillit comme une fontaine du pôle magnétique sud, encercle toute la planète, puis plonge de nouveau sous terre au niveau du pôle magnétique nord. D'après les estimations, ce champ est généré à plus de 3000 km sous nos pieds, dans les entrailles de la Terre. De là, il projette un immense cocon magnétique qui enveloppe toute la planète. Ce cocon dévie les vents solaires. Un flux constant de particules ionisées émis par le Soleil qui arrive sur la Terre à la vitesse d'1 600 000 km/h. Le professeur Dan Lesrop connaît bien la force de ce vent. Lorsqu'il arrive sur nous, le vent solaire provoque une onde de... Emilio Herrero Bervera les étudie depuis longtemps. On vient ici entre autres parce qu'on cherche des coulées de lave relativement minces. Ici, on voit bien les limites des différentes coulées. En voilà une autre et une autre. Elles s'étalent d'une manière fantastique. Il doit y en avoir 300 ou 400. Sur ces îles volcaniques, les coulées de lave se sont accumulées depuis des millions d'années. Quand elles atteignent l'océan, elles se refroidissent très vite et créent des instantanés du champ géomagnétique. En analysant différents échantillons, Emilio Herrero Bervera a pu dresser un tableau de l'évolution de ce champ depuis bien avant l'apparition de l'homme sur Terre. Ce sont des enregistrements fossiles du champ géomagnétique sur des milliers d'années. Exactement ce dont nous avons besoin pour comprendre la façon dont il fonctionne. Les strates inférieures correspondent aux périodes les plus anciennes. Le chercheur commence par prélever une carotte de lave. Cet échantillon va lui permettre de mettre en évidence une éventuelle inversion de polarisation du champ. On va vérifier l'orientation de la carotte avec une boussole magnétique. Le chercheur note soigneusement l'origine de l'échantillon. Ensuite, on mesure son magnétisme. Dans son laboratoire,
il analyse la carotte avec un magnétomètre. Comme l'argile des poteries, la lave contient des particules de magnétite. En se refroidissant, elles réagissent comme de minuscules aiguilles de boussole et s'alignent sur le champ géomagnétique, enregistrant sa force et son orientation. Dans ce fragment, elles sont alignées sur le nord magnétique actuel. Cet échantillon date de 700 000 ans, quand le champ avait une polarité normale. Dans d'autres échantillons,